Bonjour, chers collègues, professeurs, bonjour, chers collègues professionnels, bonjour, chers étudiants et étudiantes, bonjour à tous les internautes, je dis bonjour. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve encore une fois sur la plateforme ou bien sur la page Facebook de Marketing TV Monde pour partager avec vous dans le domaine du transit. Et permettez-moi d'adresser encore ou bien de renouveler mes remerciements à Abdoulaye Bambasek de par l'initiative et de nous avoir donné l'opportunité de partager avec vous dans le domaine du transit pendant ces périodes de Covid-19. Le thème qu'on vous a proposé aujourd'hui, c'est un thème qui porte sur les régimes douaniers, mais un thème qui nous permettrait en quelque sorte de faire une analyse de ces régimes douaniers sur le développement de l'économie du pays. Parce que l'on sait que quand on parle de cette analyse-là, c'est essayer de voir en quelque sorte en quoi ces régimes douaniers contribuent au développement de l'économie sénégalaise. Et pour commencer le thème portant sur l'impact des régimes douaniers sur l'économie sénégalaise, je vais d'abord dans un premier temps revenir au service des douanes pour rappeler en quelque sorte les différentes missions et plus particulièrement la mission économique de la douane. Parce que c'est partant de cette mission économique qu'on va par la suite aboutir à parler de la contribution de ces régimes douaniers dans le développement de l'économie du Sénégal. Vous savez que la douane est surnommée, les douaniers sont surnommés les soldats de l'économie. À l'instar des sapeurs-pompiers qu'on appelle les soldats du feu, nous avons aussi d'autres soldats qui sont là et qui font tout pour protéger l'économie nationale. Cette protection de l'économie nationale se fait d'une part à travers un certain nombre de mesures qui sont prises par le service des douanes. Et par rapport à ces mesures qui ont été prises par le service des douanes et qui vont dans le sens de la protection de l'économie, nous avons ce qu'on appelle les mesures de restriction d'une part, mais d'autre part, nous avons aussi ce qu'on appelle les mesures de rétorsion. Si on parle de ces mesures de restriction, c'est pour faire allusion à ce qu'on appelle le contingentement, il y a ce qu'on appelle les prohibitions, et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les rétorsions, les mesures de rétorsion, pour parler des droits anti-dumping, pour parler aussi des droits compensateurs. Donc, mes remerciements à tous ceux qui se sont connectés et qui nous suivent. Là, je veux citer Amadou Matar Diagne. Merci Amadou. Moudjitaba Khan, merci beaucoup. Lai Bambasek encore, merci beaucoup. Merci Awofal. Merci Ap Lefa Giro. Merci beaucoup Ap. Il y a Babakar Sadeh Tchandoum aussi qui nous suit. Merci beaucoup. Merci beaucoup le grand mercateur Khalifa Diaby donc, qui nous suit. Et à tous ceux qui nous sont connectés et qui n'ont pas envoyé de messages, là aussi, recevez mes remerciements. Nous avons aussi Boubacar Abakaka. Donc là aussi, merci beaucoup Boubacar. Bokar, hein? C'est Bokar. Ok. Maintenant, pour continuer, je disais qu'un certain nombre de mesures ont été prises par le service des douanes. D'une part, nous avons ce qu'on appelle les mesures de restriction. D'autre part, nous avons ce qu'on appelle les mesures de rétorsion. Par rapport à ces mesures de restriction, on a dit que ça porte sur ce qu'on appelle le contingentement, d'une part, mais d'autre part,
nous avons ce qu'on appelle les prohibitions. C'est quoi le contingentement? Le contingentement, c'est juste des limitations qui peuvent porter sur les quantités autorisées à être importées ou bien à être exportées, d'une part. Mais d'autre part, nous avons aussi ce qu'on appelle les prohibitions, qui ne sont rien d'autre que des interdictions qui peuvent être à titre absolu ou bien à titre relatif. Nous avons aussi les restrictions particulières, qui peuvent porter sur des restrictions particulières comme des visas administratifs, des certificats d'origine qu'on demande de produire, comme des contrôles sanitaires, etc. Maintenant, si on vous dit, d'accord, là, on ne vous interdit pas d'importer le produit, on vous autorise à importer le produit, mais que des fois, on peut limiter les quantités qui sont autorisées à être importées. De même que on peut limiter les quantités qui sont autorisées à être exportées. Donc, le contingentement peut porter d'une part sur la limitation des quantités qu'on vous autorise à importer, ou bien sur la quantité des produits qu'on vous demande, qu'on vous autorise à exporter. Mais il n'y a pas seulement limitation des quantités, mais des sur des licences qu'on pourrait vous demander, des autorisations qu'il faudra avoir avant de pouvoir importer ou bien avant de pouvoir exporter. Mais si on vient maintenant à ce qu'on appelle les prohibitions, il y a ce qu'on appelle les prohibitions à titre absolu, il y a ce qu'on appelle les prohibitions à titre relatif. Et quand pas de pour toujours, on vous interdit et on vous interdit pour toujours. Relative, c'est limité dans le temps. De la période 0 à la période N, n'importez pas, mais à partir de la période N, là, vous pouvez continuer à importer, comme ce fut le cas présentement de l'oignon. Là, on a interdit les importations d'oignons. Et le pourquoi? C'est pour protéger l'économie. C'est pour encourager davantage les producteurs locaux, pour leur permettre d'écouler leur production sur le marché intérieur. C'est pour leur éviter, d'une part, la concurrence étrangère. Mais nous avons aussi, à côté de ces mesures de restriction, d'autres mesures qu'on appelle les mesures de rétorsion. Parlant de ces mesures de rétorsion, là, on a parlé de ce qu'on appelle les droits anti-dumping. Le dumping, c'est quoi? C'est quand les gens cherchent à vendre le produit, ou bien quand on importe le produit arrivé sur le marché intérieur parvient à être vendu à un prix qui est inférieur au prix appliqué au produit en temps normal. C'est-à-dire, il y a les gens qui même vont jusqu'à vouloir vendre à perte pour faire quoi? Pour inciter les clients à acheter leurs produits en vue de faire disparaître des fois les concurrents. Donc, pour pouvoir pénétrer le marché, pour rendre difficile la vie à ces concurrents, c'est-à-dire à ces autres entrepreneurs qui sont dans le même milieu qu'eux et qui produisent les mêmes produits, qui fabriquent les mêmes produits ou bien qui offrent les mêmes services qu'eux. Là aussi, ça peut se comprendre comme tel. Mais nous avons ici ce qu'on appelle les droits compensateurs. Les droits compensateurs qui sont appliqués. Donc le droit anti-dumping, donc on les applique pour lutter contre le dumping, que je viens d'expliquer tout à l'heure. Les droits compensateurs, c'est des droits qui sont appliqués pour lutter contre les subventions. Parce qu'il y a certains pays qui procèdent à des subventions illégales, cherchant en fait à subventionner certains producteurs pour leur permettre d'être compétitifs sur les marchés extérieurs. Et sur ce, il fallait qu'on prenne en fait un certain nombre de mesures. Et c'est pour cette raison que, heureusement, la douane en fait a prévu cela. Et c'est pour jouer pleinement sa mission économique que le service des douanes a pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de ce qu'on appelle les mesures de restriction et les mesures de rétorsion. C'est moi qui ai voulu expliquer un peu la mission économique de la douane. C'est pour montrer qu'il y a le service des douanes qui ne cesse de mettre à la disposition des acteurs, à la disposition de la population, un certain nombre d'atouts, un certain nombre de faveurs pour leur permettre d'être compétitifs sur les marchés extérieurs. Et de même, pour leur permettre de ne pas être victimes d'une éventuelle concurrence étrangère. Donc, pour montrer comment est-ce que la douane s'est engagée à jouer sa partition, pleinement sa partition, dans le développement économique
du pays. Mais à côté de ces missions, il y en a d'autres missions. Mais nous, on va plus s'accentuer en fait sur la mission économique pour parler en fait du thème qu'on va devoir dérouler dans quelques secondes. Autre mission, on a une mission qui est qualifiée de mission protectrice, mission fiscale, il y a une mission d'intégration, de développement et de renforcement de la coopération internationale. Il y a des missions d'assistance ou bien de conseiller, ou bien de soutien, donc etc., etc. Mais de toutes ces missions, nous avons choisi en fait la mission fondamentale qui se trouve être la mission économique, donc, et qui va nous permettre maintenant de pouvoir annoncer notre thème portant sur ce qu'on appelait impact des régimes douaniers dans le développement de l'économie du pays. L'on sait que si on parle maintenant de ces régimes douaniers en question, ça fait partie des mesures, ça fait partie des dispositions que le service des douanes a mis à la disposition des opérateurs économiques pour leur permettre d'être compétitifs, mais aussi et surtout pour leur permettre donc de voir leur structure se développer de la façon la plus souhaitée. Mais commençons d'abord par la définition de ce qu'on appelle le régime douanier. Il y en a qui ont défini. Le Code des douanes a défini. Nous avons le Code communautaire de l'UEMOA a défini. La Convention de Kyoto révisée a défini. Mais de façon générale, ce que vous pouvez comprendre par régime douanier, on pourrait comprendre tout simplement que c'est une situation légale ou bien une situation juridique dans laquelle le service des douanes demande à ce qu'on place les produits qu'on a importés ou bien qu'on compte exporter. Donc retenez de façon simple que le régime douanier, c'est une situation légale ou bien une situation juridique qui est prévue par le Code des douanes et dans laquelle on demande de placer des produits qu'on a importés ou bien qu'on compte exporter. En somme, c'est la destination qu'on compte donner à une opération commerciale envisagée, à l'importation ou bien à l'exportation. Donc pour revenir un peu à tous ceux qui sont connectés, donc Babacar Sadif Tchandoum, merci beaucoup Babacar. Il y a Aminata Kone Dramé, merci beaucoup. Ibrahima Diallo, merci beaucoup. Astundiaï, merci beaucoup. Friperishik, merci beaucoup. Mohamed Ndiaga Djedjou, merci beaucoup. Noa Diata aussi, merci beaucoup. Donc merci à Monsieur le Grand. Merci beaucoup, Monsieur Schumer. Donc là, je disais que on pourrait résumer le régime douanier, donc la définition du régime douanier pourrait être résumée comme étant une situation juridique ou bien une situation légale prévue dans le Code des douanes et dans laquelle on nous demande de placer des produits qu'on a importés ou bien des produits qu'on compte exporter. D'une manière générale, c'est la destination qu'on voudrait donner à une opération commerciale envisagée à l'importation ou bien à l'exportation. Et quand on parle de ces régimes douaniers, les régimes douaniers sont très nombreux et très variés. Et je salue de passage mon ami et frère, le doyen Mokhtar Thiam, de par la pertinence des développements qu'il a eu en fait à apporter dans le domaine des régimes douaniers, que je salue de passage. Merci M. Thiam. Ensuite, donc, je dirais que les régimes douaniers sont très nombreux et très variés. Très nombreux et très variés. Mais il y a une classification qui est faite. Et par rapport à cette classification, peut-être qu'il y en a qui ont classé en tenant compte peut-être du modèle de déclaration, parce qu'avant, quand on parle de déclaration manuelle, il y a la déclaration informatique. Avec la déclaration manuelle, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il y a la déclaration, il y a le modèle E, le modèle S, le modèle R et le modèle il y a le modèle E, il y a le modèle S, le modèle R et le modèle C. Par rapport à ces 4 modèles de déclaration qui existaient. Et on disait que le modèle C, ça renferme, c'est pour les régimes de la mise à la consommation. Le modèle R, c'est pour les régimes de la réexportation. Le modèle E, c'est pour les régimes de l'exportation. Et le modèle S, c'est pour les régimes suspensifs. Mais quand on se réfère maintenant à la déclaration informatique, là, il y a un seul modèle pour tous les régimes douaniers. Il n'y a pas de modèle C, il n'y a pas de modèle S. Non, ça c'était avec la déclaration
manuel. Je rappelle encore une fois. Maintenant, il y a une autre classification qu'on pourrait faire, comme la classification qui a été proposée la fois passée par M. Thiam, que je salue de passage encore. Et cette classification avait fait apparaître, donc il avait classé en fait suivant 2 points. Il y a une classification qui faisait apparaître, donc il y a ce qu'on appelle les régimes généraux et définitifs. Nous avons ce qu'on appelle les régimes suspensifs. Là aussi, dans la partie régimes généraux et définitifs, qu'est-ce qu'on avait? Nous avons le régime de l'exportation simple sortie. Nous avons aussi le régime de la mise à la consommation. Et les régimes suspensifs, c'était les régimes suspensifs qu'on pourrait structurer en régime suspensif économique. Donc en régime économique et suspensif, et en régime particulier et suspensif, ou bien suspensif et particulier. Et par rapport à ces régimes, c'est là-bas où vous avez des régimes comme le régime de l'entrepôt, entrepôt de stockage ou bien entrepôt industriel. Avec l'entrepôt de stockage, vous avez l'entrepôt privé qu'on appelle l'entrepôt fictif. Nous avons l'entrepôt public qu'on appelle entrepôt réel. Nous avons l'entrepôt spécial. Ensuite, entrepôt de stockage de façon générale ou bien entrepôt industriel. Nous avons le régime de l'AT, admission temporaire pour le perfectionnement actif. Pour le perfectionnement actif, nous avons l'admission temporaire spéciale, l'admission temporaire exceptionnelle. Nous avons le régime du code des investissements, le régime de la zone franche, le régime de la zone économique spécialisée, le régime de l'importation temporaire, le régime de l'usine exercée, le régime du drawback, etc., etc., etc. Donc c'est pour dire que les régimes sont très nombreux. Ça aussi, c'est une classification qu'on pourrait donner. Mais moi, puisque je vous ai proposé un thème qui porte sur l'analyse de l'impact des régimes douaniers dans le développement de l'économie du pays, je vais essayer d'apporter une autre classification, mais une classification qui va tenir compte de l'activité. C'est-à-dire qui va tenir compte de la nature de l'activité. C'est-à-dire que quelles sont les activités auxquelles le régime en question profite. En fonction de cette classification, vous verrez que nous avons certains régimes qui sont favorables à l'activité commerce, c'est-à-dire qui contribuent à développer le commerce, qui sont là, des régimes qu'on a mis à la disposition des commerçants pour les appuyer davantage, qui pourraient leur profiter pour leur permettre de développer davantage de l'activité. Nous avons des régimes qui profitent aux transporteurs, les transporteurs de marchandises. Il y a des régimes qui les profitent. Nous avons aussi les industriels. Quand vous êtes un industriel, vous êtes quelqu'un qui veut transformer au plan local, ou bien après vous voulez consommer, ou bien vous voulez réexporter, ou bien stocker, ou bien, au lieu de penser à se faire transformer les produits sur les marchés extérieurs, donc il y a possibilité de se faire, de bénéficier d'un certain nombre de régimes qui vous permettrait de faire la transformation au plan local. Tantôt, vous consommez une partie, il y a l'autre partie qui doit être réexportée. Et là aussi, on va y revenir tout à l'heure. Mais aussi et surtout, il y a des régimes qui profitent à ce qu'on appelle les investisseurs. Parce que quand vous êtes quelqu'un, vous cherchez à vouloir investir dans un pays, vous chercherez par tous les moyens à réduire ou bien à minimiser les risques ainsi que les coûts. Et puisqu'on a à disposition un certain nombre de faveurs qui pourraient vous profiter davantage, là vous n'hésiterez certainement pas à les embrasser. Et c'est pour cette raison que la classification que je vais proposer, c'est une classification qui va se faire en tenant compte de l'activité. En tenant compte de l'activité. C'est ainsi que nous avons ce qu'on appelle les régimes qui sont favorables à l'activité commerce. Nous avons le régime qui sont favorables à l'activité transport. Nous avons les régimes qui sont favorables à l'industrie. Nous avons les régimes qui sont favorables aux investisseurs. Donc nous avons les commerçants qui peuvent se tirer d'affaires. Nous avons les industriels qui peuvent aussi en profiter. Nous avons les investisseurs qui peuvent en profiter. Nous avons aussi les industriels
Donc les transporteurs qui peuvent en profiter. Donc merci encore Yandé Khadidem, merci beaucoup. Merci Alfou Diata. Merci beaucoup Ramatoulaye Touré. Merci beaucoup Fatou Fall. Donc de par les textos que vous m'envoyez pour nous encourager, et là aussi recevez nos sincères remerciements. Merci beaucoup Fatma Sissé. Merci beaucoup. Donc après cette classification là, donc retenez bien, on va essayer de classer les régimes douaniers en 4 familles. Il y a une classification. Cette classification va tenir compte de l'activité. Soit vous faites du commerce, soit vous êtes dans le domaine du commerce, soit vous êtes dans le domaine du transport, soit vous êtes dans le domaine de la transformation, soit vous êtes quelqu'un qui veut investir en fait dans le pays. Maintenant, si on vient maintenant à ces régimes qu'on est censé retrouver dans chaque catégorie, commençons d'abord par le régime qui profite aux transporteurs. Transporteurs, ces personnes à qui on confie les marchandises pour leur acheminement d'un point A à un point B. Tantôt, il y a les produits qui vont transiter par des pays donnés. Tantôt, les produits vont subir ce qu'on appelle le transbordement, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle la douane aussi n'est pas en reste. La douane a aménagé un certain nombre de régimes pour appuyer davantage les opérateurs, les transporteurs en question. Et comme régime favorable à l'activité de transport, nous avons le régime du transit. Le transit, que ce soit le transit national ou bien le transit international, donc c'est un régime qui profite davantage aux transporteurs. Comment? L'on sait que transit, un régime douanier qui permet de déplacer des marchandises d'un bureau de douane à un autre, de façon simple, d'un bureau de douane à un autre, en suspension du paiement des droits et taxes. Supposons que vous êtes transporteur, on vous a confié des marchandises et que ces marchandises peut-être doivent quitter la France par voie maritime, embarquées à bord d'un navire, que ces marchandises doivent passer par le Sénégal, et ensuite il y a les marchandises qui devraient être livrées au Mali. Mais si vous ne savez pas, vous êtes un transitaire commissionnaire ou bien un transitaire organisateur de transport, commissionnaire de transport, transitaire commissionnaire de transport, on vous a confié l'opération, mais vous n'avez pas la maîtrise des régimes douaniers, peut-être que vous pouvez penser arriver une fois à Dakar à dédouaner les marchandises en les plaçant sous le régime de la mise à la consommation. Là, si vous le faites, ça ne fera que vous faire supporter des charges supplémentaires. Et en votre qualité de logisticien, vous devez être en mesure de penser à optimiser les ressources de la structure, à réduire au maximum les coûts qui sont liés à l'acheminement de ces marchandises-là. Tout ceci, ça pourrait contribuer à permettre à votre client d'être compétitif. Ça pourrait permettre à votre structure de proposer des offres qui sont abordables, des offres qui pourraient confronter les offres maintenant proposées par les autres. Donc nous avons le régime du transit. Parce que là aussi c'est un chapitre c'est une partie qui est tellement longue et on sera obligé maintenant à chaque fois, après avoir fait la partie présentation du régime, présentation, classification et autres là, essayer de placer les régimes en fonction de la catégorie, donc de venir de façon détaillée dire en quoi le régime du transit contribue au développement de l'économie. Parce que là, on est dans la partie classification. Dans la partie classification pour voir quels sont les régimes douaniers qu'on est censé retrouver dans telle ou bien telle catégorie. Donc, on a le régime de transit. Que ce soit le transit national ou bien un transit international. Donc là, on a le transit qui est un régime qui peut profiter aux transporteurs. Toujours comme régime pouvant profiter aux transporteurs, nous avons ce qu'on appelle le régime
du transbordement. Transbordement, faire passer les marchandises d'un moyen de transport à un autre. Et avec ce régime de transbordement, ça va permettre au port de Dakar d'être en fait un port d'éclatement. C'est-à-dire un port à partir d'où il y a possibilité de faire la répartition des marchandises vers les autres ports de la sous-région. Donc retenez que, comme autre régime qui peut profiter au transport, nous avons le régime du transbordement. Autre régime aussi, on a ce qu'on appelle le régime de la consignation. Nous avons le régime de la consignation. C'est un régime aussi qui contribue à appuyer les transporteurs. C'est un régime qui peut profiter davantage à ces transporteurs. Nous avons aussi un régime qu'on appelle le régime du cabotage. Le cabotage, c'est une activité qui est bien connue par les logisticiens. Une activité consistant à organiser l'acheminement, à organiser des expéditions d'un port principal à des ports secondaires ou bien des ports secondaires à un port principal. Un transport qui se fait généralement au niveau des estuaires. Voilà, donc là, nous avons le régime du cabotage. Ça aussi, c'est un régime. Peut-être qu'il y a certains qui ne le connaissent pas encore, ou bien qui ne le maîtrisent pas bien, mais occasion nous sera donnée de développer davantage ce régime et de dire en quoi ce régime profite au transport. Donc, pour résumer, les régimes qui pourraient profiter à l'activité de transport, les régimes qui sont favorables à l'activité de transport, on peut citer, entre autres, le régime du transit, que ce soit le transit national ou bien le transit international. Nous avons le régime du transbordement, nous avons le régime de la consignation, nous avons le régime du cabotage. Donc retenez que là, ces régimes-là, c'est des régimes qui sont favorables à l'activité transport. C'est des régimes qui sont très souvent utilisés par les transporteurs. Maintenant, nous allons essayer de voir maintenant quels sont les régimes qui profitent aux industriels. Les industriels, c'est les personnes qui interviennent dans la transformation et qui parlent de transformation, parlent certainement de matières premières ou bien de produits semi-finis. Tantôt, on peut vouloir transformer ou bien compléter la main-d'œuvre, qu'on appelle ouvraison, complément de main-d'œuvre, ou bien ouvraison, c'est la transformation. Maintenant, par rapport à ces régimes, nous avons un régime qu'on appelle le régime de l'entrepôt industriel. Le régime de l'entrepôt industriel, M. Thiam vous en a déjà parlé. Le régime de l'entrepôt industriel, c'est un régime qui profite aux industriels dès lors que c'est un régime qui leur permettrait d'importer en suspension du paiement des droits et taxes des produits semi-finis ou bien de la matière première et de procéder à leur transformation sur le marché intérieur. Donc ça profite aux industriels. Parce que si on leur demandait à chaque fois que vous procédez à des importations, il faudra penser à déclarer le produit sous le régime de la mise à la consommation. Là, ça qui peut entraîner un paiement des droits et taxes. Ensuite, on vous dit que il faudra, vous faites votre transformation, après vous faites. Donc, s'il n'y avait pas suspension du paiement des droits et taxes, ça pourrait contribuer à une augmentation des coûts de production. Maintenant, après l'entrepôt industriel, nous avons ce qu'on appelle le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif. Et je rappelle, c'est la nouvelle appellation présentement, parce qu'avant on parlait d'admission temporaire normale. Admission temporaire normale. Mais si vous allez dans le code des douanes sénégalais de 2014, quand vous allez aussi au niveau de la convention de Kyoto révisée, si vous avez eu la chance aussi de lire des ouvrages qui sont publiés dans le domaine, et je veux citer par là l'ouvrage qui a été publié, donc l'ouvrage en fait du colonel Ibrahima Diagne, que je salue de passage, qui était mon professeur en cadre quand j'étais à l'école des douanes. Donc, il a écrit un livre intitulé « Les régimes douaniers économiques au Sénégal ». Donc, c'est un excellent livre. Et quand vous lisez ce livre-là, là aussi, vous pouvez avoir pas mal de compétences, pas mal de connaissances dans le domaine des régimes douaniers pour leur pratique, surtout pour leur pratique. Et beaucoup de changements, et les changements qui ont été apportés en fait entre-temps. Voilà, c'est un livre que
je vous recommande de passage. Donc, et que vous avez, c'est pas pour faire de la publicité, hein, mais c'est juste pour vous aider en fait à mieux comprendre. Hein, donc, le transit. Donc, vous pouvez avoir ce livre-là à partir de librairie. Donc, au niveau de 80 ou bien. Voilà, donc au niveau de 80 ou bien 4C. Hein. Voilà, donc si vous y allez là, vous pouvez retrouver en fait là-bas. Il y a aussi l'Harmattan, parce que c'est l'Harmattan même en fait qui a produit. Hein. C'est l'Harmattan qui était l'éditeur, hein, édition Harmattan. Voilà, au niveau de Harmattan, Mermoz, hein, là-bas, vous pouvez aussi avoir en fait le livre. Ok. Donc maintenant, je disais que nous avons le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif. Admission temporaire pour le perfectionnement actif, ATPA. Pour dire quoi? Pour remplacer ce qu'on appelle admission temporaire normale. Pour dire qu'à travers ce régime-là, c'est une transformation qui est autorisée. Mais pas comme la transformation avec l'entrepôt industriel. Et M. Thiam aussi, la fois passée, vous a expliqué des tenants et des aboutissants. Vous a déjà parlé, et il a très bien parlé en fait sur le régime de l'admission temporaire, normale. Mais nous, on va essayer d'analyser ce régime-là sous un autre angle, c'est-à-dire de dire en quoi ce régime contribue au développement de l'économie. Toujours comme régime pouvant profiter aux industriels, nous avons le régime de la transformation de marchandises destinées à la consommation. Le régime de la transformation de marchandises destinées à la consommation. C'est dire quoi? Là, on peut importer des produits. Au lieu que les produits ne soient déclarés immédiatement pour la mise à la consommation, c'est des produits qui vont subir une transformation sur le marché intérieur. Vous faites la transformation, après vous obtiendrez un produit. Ce qui est visé ici, c'est quoi? C'est de permettre aux industriels de pouvoir payer un montant des droits et taxes qui est inférieur au montant des droits et taxes si le produit était consommé juste après leur importation. C'est un régime qui peut profiter aux industriels pharmaceutiques. C'est un livre aussi qui peut, c'est un régime qui peut profiter aussi à ces maisons d'édition. Hein, ces maisons d'édition, ceux qui interviennent en fait dans le domaine de la sérigraphie et autres là. Donc là, c'est des faveurs que ces acteurs en fait ont à leur disposition. Importer des produits, au lieu de déclarer le produit immédiatement pour la mise à la consommation, placer le produit sous ce régime-là qui permettra de compléter votre formation et après vous aurez un produit qui vous permettra de payer encore moins cher. Occasion donc, on va revenir en fait davantage sur ça pour développer. Mais essayez de voir juste en fait sa contribution dans le développement de l'économie. Nous avons aussi un autre régime qu'on appelle le régime de l'usine exercée. Le régime de l'usine exercée, là aussi, on fait de la transformation, mais généralement, c'est un régime qui profite à ces entreprises qui interviennent dans le domaine des hydrocarbures. Ah, quand on importe en fait des produits pétroliers, qu'on va procéder à leur raffinage, ensuite, etc. etc. Donc ça, c'est pour l'usine exercée. Ça aussi, ça fait partie des régimes qui profitent davantage aux industriels. Nous avons aussi un autre régime qu'on appelle le régime de l'exportation temporaire pour le perfectionnement passif. Exportation temporaire pour le perfectionnement passif. Là, comme il y a importation temporaire, il y a aussi exportation temporaire. On exporte le produit, il y a le produit qui sera transformé à l'étranger, ensuite maintenant on procède à l'importation du produit sur le marché intérieur. Le pourquoi perfectionnement passif? Pour cela. Non, on n'a pas dit actif, mais on a dit passif, parce qu'il y a actif qui est passé tout à l'heure. Donc quand on dit passif maintenant, c'est pour dire que, là c'est pour dire que c'est un régime qui ne profite pas à la main-d'œuvre sénégalaise. Donc, qui ne profite pas en fait à la main-d'œuvre sénégalaise. Pourquoi? Parce que la transformation se fait à l'extérieur. Et pourtant, si cette transformation était effectuée à l'intérieur comme le régime de l'ATPA, donc là, on aurait dû voir peut-être les entrepreneurs qui seraient obligés de recruter. On va travailler aussi avec la main-d'œuvre sénégalaise. Et ça va profiter, ça va contribuer davantage au développement de l'économie. Donc, retenez pour résumer, les régimes qui sont favorables à l'activité industrielle, nous avons ce qu'on appelle le régime de l'entrepôt industriel,
On a le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif qu'on appelle ATPA. Merci Fandia Isso. Nous avons aussi le régime de l'usine exercée. Nous avons aussi le régime de l'admission, donc le régime de l'exportation temporaire pour le perfectionnement actif. Et nous avons aussi le régime du drawback. Le régime du drawback. Drawback, c'est quand on importe. On a importé un produit. Lors de l'importation, nous avons payé des droits et taxes. Mais ce produit qui a été importé est entré dans la transformation et a donné un produit fini qui est destiné à l'exportation. Là, on a la possibilité de revenir à la douane pour demander à ce que les droits et taxes qu'on avait payés sur le produit qu'on avait intégré dans la transformation nous soient remboursés. Je m'explique. C'est quand vous avez importé un produit qui va entrer dans la transformation pour donner un produit fini. Mais lorsque vous importez le produit, vous avez payé les taxes. Donc maintenant, quand ce produit importé et qui a déjà acquitté le montant des droits de taxes entre dans la transformation, vous obtenez un produit compensateur qui par la suite est destiné à l'exportation. Là, vous aurez la possibilité de revenir pour réclamer le paiement des droits et taxes sur le produit, le remboursement du paiement des droits et taxes que vous avez déjà payés sur le produit. Donc, pour résumer, les régimes qui sont favorables à l'activité industrie ou bien aux industriels, là vous avez le régime de l'usine exercée, vous avez le régime du drawback, vous avez le régime de l'entrepôt industriel, vous avez le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif, vous avez aussi ce qu'on appelle le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif, le régime de l'entrepôt industriel, le régime du drawback, le régime de l'exportation temporaire pour le perfectionnement actif. Ok, donc retenez que ces régimes-là profitent davantage aux industriels. Peut-être que parmi les Sénégalais, il y a des industriels, ou bien il y a des gens qui voulaient s'investir en fait dans le domaine de la transformation, mais des fois qui doutent déjà en fait des coûts. C'est pour démontrer ici, à travers ce petit temps, démontrer donc les faveurs que vous avez, vous industriels, les faveurs que vous avez, vous commerçants, les faveurs que vous avez, vous transporteurs, les faveurs aussi que vous avez, vous investisseurs, pour pouvoir faire tranquillement votre activité si toutefois vous craignez les éléments coûts. Nous avons aussi d'autres régimes qui profitent davantage aux investisseurs. Comme je l'avais dit, il y a les investisseurs qui cherchent tout le temps à vouloir réduire les risques. Pourquoi? Parce que prendre trop d'engagement, supporter trop de risques, alors que ce n'est pas évident que l'opération que l'opération puisse réussir. Là aussi, c'est vrai que qui ne risque rien n'a rien, mais c'est toujours bon de chercher en fait à réduire les risques. Et dans la politique d'attraction ou bien de promouvoir la destination sénégalaise pour inciter davantage les investisseurs à choisir le Sénégal, on leur a accordé un certain nombre de faveurs. On a aménagé des régimes qui leur permettraient de pouvoir fréquenter le marché sénégalais, soit pour faire la transformation, soit pour faire le commerce, soit pour participer à des travaux d'utilité publique ou bien d'intérêt général, donc, etc., etc. Par rapport à ces régimes qui sont là et qui peuvent profiter à ces industriels, on peut citer le cas du régime de l'admission temporaire spéciale. Admission temporaire spéciale, ça peut profiter aux investisseurs, ça peut profiter aux investisseurs, ça peut profiter aux industriels, comme ça peut profiter aussi aux commerçants. Parce que ça vous permet en quelque sorte d'importer des produits en suspension du paiement des droits et taxes, que ces produits puissent contribuer à la réalisation des travaux d'utilité publique, des travaux d'une utilité incontestable, donc dont la réalisation est incontestablement d'utilité publique.
Ça profite à tout le monde. Hein? Que ça peut être en fait des infrastructures comme des autoroutes, infrastructures comme des hôpitaux, des écoles, etc. etc. Mais que c'est des activités, donc la réalisation doit pouvoir profiter à tout le monde. Ici maintenant, à travers ce régime, on dit, si le chiffre d'affaires du marché est supérieur à 50 millions, parmi les conditions qui font que vous pouvez bénéficier de ce régime-là, il faut que le chiffre d'affaires du marché soit supérieur ou égal à 50 millions de francs CFA pour pouvoir en profiter. Ça, je vais parler juste en fait de l'une des conditions. Et là, si vous êtes un entrepreneur étranger, vous ne maîtrisez pas bien le marché sénégalais, vous pouvez postuler à des marchés. Ici au Sénégal pour la réalisation de routes, pour la réalisation des infrastructures de façon générale. Et quand vous postulez, alors que pour la réalisation de l'activité, vous avez besoin d'importer du matériel, que ce matériel puisse être importé, contribuer à la réalisation des travaux en suspension du paiement des droits de taxes pendant toute la période de l'exécution des travaux. Mais ça encourage, ça motive davantage les gens à postuler à des marchés. On peut aussi citer un régime qu'on appelle le régime du code des investissements. Le régime du code des investissements. Un régime qui est mis en place et qui répond bien en fait par son nom, code des investissements, pour l'investissement. Pour des gens qui veulent investir, à qui on accorde un certain nombre de faveurs, un certain nombre de faveurs pour les accompagner, un certain nombre de faveurs pour les encourager à choisir le marché sénégalais et à contribuer à la création d'emplois avec la transformation qu'on vous autorise en fait de faire à l'intérieur du pays, hein? Donc avec l'activité qu'on peut vous autoriser à entreprendre sur le marché sénégalais. Donc tout ceci donc, contribue donc au développement à développer l'investissement dans le pays. Nous avons aussi le régime de l'importation temporaire. Importation temporaire, IT. Certains acteurs peuvent vouloir séjourner ici au Sénégal pour faire des études allant dans le sens de la réalisation d'un projet donné ou bien d'une éventuelle implantation au Sénégal, et que sur ce, ces gens peuvent vouloir faire leur séjourner au Sénégal avec un certain nombre de matériel, ou bien des fois ces gens peuvent vouloir venir avec un véhicule pour les besoins de leur déplacement. Donc là, ces gens peuvent solliciter ce régime pour avoir beaucoup plus de facilité, pour ne pas supporter trop de coûts ou bien trop de charges par rapport en fait à leur séjour sur le territoire sénégalais. Là aussi, toujours par rapport en fait à l'importation temporaire, c'est un régime certes qui profite à des maisons diplomatiques, un régime qui profite aux hauts fonctionnaires, hein, à qui on donne la possibilité de faire séjourner sur le territoire sénégalais un certain nombre de matériels en suspension du paiement des droits de taxes. Mais attention, c'est un régime qu'on n'accorde pas en fait à tout le monde. Hein? C'est un régime qu'on n'accorde pas en fait à tout le monde. Et on viendra en fait sur la partie définition des conditions dans lesquelles ce régime en fait sera accordé. Nous avons aussi un autre régime qu'on appelle le régime des ZES, zone économique spécialisée. Là aussi, quand on veut développer en fait des plateformes, quand on veut développer en fait des plateformes allant dans le sens de la grande distribution, quand on veut attirer des investisseurs, il faut aussi qu'on accepte de leur accorder un certain nombre de faveurs qui fera qu'ils seront motivés, qui fera qu'ils auront toujours le courage de fréquenter en fait nos pays. Nous avons les zones économiques spécialisées. Hein? Donc avec la partie qui est aménagée au niveau de Diamniadio. Donc c'est pour attirer au maximum, pour rendre encore beaucoup plus facile la circulation des marchandises dans la zone, pour augmenter un peu les volumes d'importation et ou d'exportation. Et depuis très longtemps, lors des codifications, vous avez vu que
il y avait des codifications avec les chiffres 1, 2, 3, 4, il y a 5, il y avait 6, il n'y avait pas 7, il y avait 8, il y avait aussi 9. Mais c'est au mois de février passé, au mois de février passé que on a mis à la disposition des acteurs donc la codification 7, le 7. Donc le 7 là c'est pour parler en fait des S. Le chiffre 7 là est affecté à la codification de ce qu'on appelle la zone économique spécialisée. La zone économique spécialisée. C'est bon? Et maintenant, toujours par rapport en fait à ces régimes qui peuvent profiter aux investisseurs, nous avons ce qu'on appelle le régime de la zone franche, qui, avec l'évolution, avait donné, il y a zone franche, il y a ce qu'on appelle les points francs, il y a ce qu'on appelle entreprise franche d'exportation, entreprise franche d'exportation. Donc ça, c'est des régimes, qui évoluent. Code des investissements, entreprise franche d'exportation, les points francs et code des investissements. Zone franche, on avait un premier point. Ensuite, on a les points francs. Ensuite, on a l'entreprise franche d'exportation. Et d'après les informations que j'ai obtenues, que je vais obtenir en fait en dernier lieu, donc d'ici 2021, normalement, on doit chercher en fait à contraindre tous les acteurs à se conformer au régime du code des investissements. Voilà. Donc après maintenant, ces parties-là, nous avons un autre régime qu'on appelle, donc pour rappel, excusez-moi. Donc pour rappel, les régimes qui vont contribuer au développement de l'investissement, à attirer au maximum les investisseurs, on peut entre autres citer le régime de l'admission temporaire spéciale, le régime de l'importation temporaire, le régime de la zone franche, le régime des points francs, le régime des points francs, le régime de l'entreprise franche d'exportation, le régime du code des investissements. Donc tous ces régimes-là, c'est des régimes qui peuvent profiter davantage aux industriels. Et en dernier point, on va essayer de voir les régimes qui profitent aux commerçants. Bon, les commerçants peut-être peuvent profiter pratiquement de tous ces régimes-là, mais il y a des régimes qui peuvent les inciter davantage à acheter en grande quantité sans pourtant se soucier des droits et taxes à payer lors des approvisionnements. Je veux citer ici le régime numéro 1, c'est le régime de l'entrepôt de stockage. Ce régime qui peut permettre d'importer, en suspension du paiement des droits et taxes des produits et de les stocker sur le territoire sénégalais. Et ce régime-là, c'est un régime qu'on doit encourager davantage, surtout avec la pandémie Covid-19, parce que c'est ce régime certes qui avait permis à pas mal d'opérateurs sénégalais qui interviennent dans le commerce du riz de pouvoir importer du riz en grande quantité et de les stocker et par la suite de procéder à leur vente ou bien sur le marché intérieur ou bien sur le marché extérieur. Parce que des produits qui se trouvent en entrepôt de stockage sont considérés comme étant des produits qui se trouvent en dehors du territoire douanier. Donc là, en suspension, vous importez en grande quantité, vous gardez. Quand vous voyez des clients sur le marché sénégalais, pour leur vendre, vous déclarez pour la mise à la consommation, vous les vendez. Quand vous voyez des clients pour la Gambie ou bien pour les autres pays de la sous-région, là vous déclarez sous le régime de la réexportation et vous leur vendez. Très simple. Et je salue de passage M. Salou Biaï de Transexpress. Lui, il s'y connaît. Voilà. Lui, il s'y connaît. Et je le salue de passage. Ok, M. Biaï. Donc là, je disais que pour ce qui concerne maintenant ce régime-là, qu'on appelle le régime de l'entrepôt de stockage, c'est un régime qui profite davantage aux commerçants. Un régime qui profite davantage à ces commerçants en leur permettant d'importer en grande quantité.
Et ce régime-là pourrait nous épargner de la pénurie. Oui, ça contribue en fait à lutter contre la pénurie. Quand un produit manque sur le territoire, non, là on pourrait importer en grande quantité. Si on craint les droits de taxes qu'on paye, les droits de taxes ne doivent pas être un obstacle pour importer en grande quantité ici. Et quand vous comptez placer votre produit sur le régime de l'entrepôt de stockage. Donc, c'est de ça qu'il s'agit par rapport à ce régime qu'on appelle le régime de l'entrepôt de stockage. Mais pour les entrepreneurs aussi qui comptent intervenir sur des marchés comme participer à des salons, participer à des foires ou bien à des expositions commerciales, il y a des régimes aussi qui peuvent les profiter davantage. Et par rapport à ces régimes, nous avons le régime de l'exportation temporaire. Exportation temporaire, c'est pour dire que je vais faire sortir le produit, mais c'est un produit qui pourrait revenir. Tantôt, c'est un produit qui va subir en fait une transformation, qui va subir en fait là-bas, comment dire, qui va subir là-bas en fait donc une réparation, ou bien maintenance, ou bien entretien. Tantôt, ça peut porter sur des produits qui vont participer à des foires. Et ces produits qui vont participer en fait à ces foires-là, au cas où les produits ne sont pas écoulés pendant la foire, comment organiser leur rapatriement? Donc, permettez-moi encore de remercier les personnes aussi qui nous envoient des messages. Merci beaucoup, Man Ablaïfal. Merci beaucoup encore, Khalifa Diaby. Et là, Jussi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lamine Diassi. Donc, ça leur permet de pouvoir participer à des foires en suspension du paiement des droits de taxes. Et après la foire ou bien les salons ou bien expositions commerciales, s'il y a des produits qui n'ont pas été écoulés et qui doivent faire l'objet d'un rapatriement ou bien qui doivent être convoyés au Sénégal, donc c'est un régime déjà. Nous avons le régime d'exportation temporaire aussi qui permet tout le temps aux industriels, aux commerçants de pouvoir exporter des produits en les mettant dans des emballages qui seront dispensés du paiement des droits de taxes. Exportation temporaire, comme importation temporaire. Donc, nous avons le régime de l'entrepôt de stockage, exportation, régime de l'exportation temporaire. Mais nous avons aussi le régime de la mise à la consommation. Le régime de la mise à la consommation. Un régime qui vous permet d'importer et par la suite de disposer librement de votre produit pour son utilisation en libre pratique. Hein? Parce que quand vous déclarez votre produit sous un de ces régimes qu'on avait qualifié, que M. Thiam avait qualifié définitif, comme le régime de la mise à la consommation et le régime d'exportation, là, on vous libère votre produit. Le produit est libéré à son propriétaire. Alors que pour les autres produits, pour les autres régimes, attention, on ne vous libère pas le produit. Le produit n'est pas libéré en fait à son propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la douane qui a des intérêts sur le produit. Il y a toujours la douane qui contrôle et qui prend en considération en fait le produit. Le pourquoi? Parce que ça dépend des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Et d'autre part aussi, ça dépend des modes de fonctionnement en fait de ces régimes-là. Donc, si vous vous rappelez bien, pour résumer, on a dit que les régimes qui peuvent profiter à ces commerçants, on a commencé par le régime de l'entrepôt de stockage. On a parlé du régime de l'exportation temporaire pour leur participation à des foires, ou bien à des salons, ou bien à des expositions commerciales. Nous avons le régime de la mise à la consommation qui leur permettrait de pouvoir disposer librement de leurs marchandises sur le territoire sénégalais, sur le territoire douanier. Nous avons aussi un autre régime comme le régime de l'exportation, parce que c'est un régime qui pourrait permettre à ces commerçants de pouvoir vendre leurs produits sur les marchés extérieurs. De pouvoir vendre leurs produits sur les marchés extérieurs. Parce que si on compte étendre nos activités sur les marchés extérieurs,
après avoir dominé le marché local, ou bien si on compte maintenant intervenir uniquement sur le marché extérieur, ça dépendra de la politique de l'entreprise. Il faut qu'on s'adresse à la douane, que la douane puisse nous donner une autorisation qui pourrait nous permettre de faire sortir nos produits du territoire sénégalais ou pour les vendre. Et là aussi, nous avons le régime de l'exportation. Nous avons un autre régime, comme le régime de la réexportation. Avec la réexportation, c'est un régime qui va permettre, après un séjour du produit en suspension du paiement des droits et taxes, ou bien pour transformation, ou bien pour stockage, pouvoir prendre le produit et de le revendre sur le marché extérieur. Et toujours en suspension du paiement des droits et taxes, ça encourage davantage. Prenons l'entrepôt de stockage. À un commerçant, on lui dit, quelle que soit la quantité de produits que vous avez importés et qui est admis et qui fait partie des produits qui sont admis en entrepôt de stockage, si vous bénéficiez de ce régime, vous pouvez stocker votre produit pendant une période bien déterminée sans pourtant payer les taxes. Et quand vous voudrez, vous avez la possibilité de prendre le produit, de le vendre sur le marché intérieur ou bien de le vendre sur le marché extérieur. Donc là aussi, c'est un avantage. Ça, c'est une faveur. C'est une faveur qu'on a. C'est une faveur qu'on accorde aux opérateurs. Voilà, donc merci encore une fois Ramatoulaye Touré. Merci Ramatoulaye pour les encouragements. Merci beaucoup Mouhiyadine Nasser. Merci beaucoup, merci Monsieur Nasser de par les encouragements. Merci beaucoup. On ne fait que partager, mon frère. Hein? Et comme le disait l'autre, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein? Je suis un simple disciple qui est à la quête des connaissances. Ok? Et les connaissances, là, il faut accepter en fait de les partager quand même. Voilà. Donc je disais que par rapport à ces régimes, nous avons le régime de l'entrepôt de stockage, nous avons le régime de l'exportation, le régime de la réexportation, le régime de l'exportation temporaire. Donc si vous regardez bien, grosso modo, on vient de procéder en fait à une classification des régimes douaniers, mais cette fois-ci en tenant compte de l'activité économique, en faisant apparaître à ces personnes à qui ces régimes peuvent profiter. Et maintenant, ça, ce n'est rien d'autre que c'est la partie généralité. Parce que on n'a pas encore abordé véritablement le thème, c'est-à-dire en quoi chaque régime contribue au développement de l'économie. Donc, pour aujourd'hui, on va se limiter tout simplement à la partie classification. Et je m'en vais vous rappeler les classifications. C'est vrai qu'il y en a qui ont classé en tenant compte de ce qu'on appelle les régimes généraux et définitifs et les régimes suspensifs. D'autres classent en tenant compte de ce qu'on appelle les modèles de déclaration, modèle E, modèle R, modèle S et modèle C. Mais cette fois-ci, moi, je vais classer en tenant compte de l'activité. C'est pour pouvoir développer davantage le thème que je vais annoncer et qui porte sur l'impact, analyse de l'impact des régimes douaniers dans le développement de l'économie. Et pour rappeler, on a dit que nous avons les régimes douaniers qu'on peut classer en fait en 4 catégories. On a des régimes douaniers qui sont favorables à l'activité industrie. Il y a les régimes douaniers qui sont favorables à l'activité commerce. Nous avons les régimes douaniers qui sont favorables à l'activité transport. Et nous avons les régimes douaniers qui sont favorables à l'investissement. Les personnes qui peuvent se tirer d'affaires, c'est qui en général? D'une part, c'est les commerçants, ou bien on est transporteur, ou bien qu'on est un investisseur, ou bien qu'on est un industriel. Il y a toujours un régime qui colle le mieux avec l'activité que vous comptez entreprendre. Et je rappelle, dans la catégorie des régimes, ou bien dans la partie régime douanier qui sont favorables à l'activité commerce, on a cité le régime de l'entrepôt de stockage, le régime de l'exportation simple sortie, le régime de la réexportation, le régime de l'exportation temporaire, entre autres. Par rapport à ces régimes qui sont favorables aux investisseurs,
Là, nous avons ce qu'on appelle le régime de la zone franche qui a évolué, qui donne point franc, ensuite entreprise franc d'exportation et code des investissements. Nous avons le régime des S qu'on appelle les zones économiques spécialisées. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'importation temporaire. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'admission temporaire spéciale. Nous avons aussi ce qu'on appelle le régime de l'admission temporaire exceptionnelle. Toujours comme régime pouvant profiter aux industriels maintenant, dans la partie régime qui peut profiter aux industriels, c'est-à-dire à ces acteurs qui interviennent dans le domaine de la transformation. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'entrepôt industriel. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'usine exercée. Nous avons ce qu'on appelle le régime de la transformation de marchandises destinées à la consommation. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'exportation actif. C'est bon? Donc, ce sont ces régimes-là qu'on pourrait, entre autres, retrouver dans la partie régime douanier qui sont favorables à l'activité industrie. On a entrepôt industriel, usine exercée, le drawback. Nous avons admission temporaire pour le perfectionnement actif, exportation temporaire pour le perfectionnement passif. Nous avons aussi des régimes qui sont là et qui peuvent profiter aux transporteurs. C'est les régimes qui sont favorables à l'activité transport. Et comme régime, on a ce qu'on appelle le régime du transit, que ce soit le transit national ou bien le transit international. Nous avons le régime du transbordement. Nous avons ce qu'on appelle le régime du cabotage. Nous avons ce qu'on appelle le régime de la consignation. Donc, entre autres, on a ces régimes-là qui peuvent profiter à l'activité transport. Et c'est sur ce que, chers camarades, je vais vous donner rendez-vous peut-être pour d'autres lives. Et là, on va devoir approfondir pour développer véritablement le thème et dire en quoi chacun de ces régimes contribue à profiter à ces acteurs en question. Que ce soit les transporteurs, que ce soit les transporteurs, que ce soit les industriels, que ce soit les industriels, que ce soit les commerçants ou bien que ce soit des investisseurs. Et je reviens encore une fois pour adresser mes remerciements à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, à tous ceux qui ont apprécié le travail, pour vous dire encore une fois qu'on est toujours prêt à partager avec vous le peu de connaissances que nous avons. Et les questions aussi, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu de questions, parce que la fois passée, pour revenir en fait un peu, je l'ai signalé en fait à Ahmed Laye Bamba en lui disant que la semaine passée, c'est seulement après que j'ai vu qu'il y a les autres qui m'ont envoyé des questions, parce que je ne voyais pas vos appréciations. Peut-être que c'était un problème technique ou pas. Mais je ne voyais pas en fait vos appréciations, je ne voyais rien. Je faisais juste en fait mon live comme ça. Et c'est ainsi que pour le début même, j'ai longtemps insisté en disant est-ce que Laye Bamba, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. Et on me faisait parvenir en fait des messages en me faisant savoir que donc c'est bon, c'est ok. Mais bon, je ne voyais rien. Et je l'ai dit en fait à Laye Bamba pour qu'il puisse améliorer. Et heureusement, merci encore Laye Bamba pour les améliorations qui sont apportées, parce qu'aujourd'hui, donc j'ai eu la possibilité de voir les personnes qui avaient des différentes appréciations des uns et des autres et de leur adresser en fait mes vifs remerciements. Donc pour le temps que vous avez consacré à ces moments, pour votre temps que vous avez accepté de partager avec nous, pour vos activités que vous avez accepté d'interrompre pour nous suivre. Et là aussi, je ne cesserai jamais en fait de vous remercier, parce que si on a le courage de partager, c'est parce que vous êtes là. Donc, je vous donne rendez-vous dans les jours à venir, dans d'autres lives, pour développer davantage dans le domaine des régimes douaniers et dire en quoi chacun de ces régimes contribue au développement de l'économie. Parce qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui veulent se lancer dans une activité donnée, mais qui ne savent pas quelles sont les faveurs, quels sont les atouts, ou bien les faveurs qu'on a mis à leur disposition
et qui pourraient leur profiter. C'est pour les motiver davantage, c'est pour les encourager davantage. Peut-être qu'il y a certains commerçants qui, en suivant le cours, peut-être que vont changer de stratégie. Il y en a qui jusque-là peut-être ignoraient ces faveurs, ces outils, ces mesures qui ont été prises par le service des douanes et qui sont à leur disposition et qui pourraient leur profiter davantage dans le développement de leur activité. Et je suis toujours prêt en fait de vous à partager avec vous. Je vous remercie vivement. On se donne rendez-vous on se donne rendez-vous prochainement. Donc, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, chers collègues professionnels, chers collègues professeurs. Donc, merci encore une fois, Laye Bamba Seck, de m'avoir donné l'opportunité de partager avec des confrères. Je vous aime bien.